Je suis très heureux d'introduire la troisième journée hommage à Coralie Delhomme, ici à Montélimar. C'est l'occasion de remercier notre présidente d'honneur, Colline Blanc, pour son rôle essentiel dans l'association, Catherine Coutard, notre trésorière, et Aurélie Tardieu, notre secrétaire, que je dois excuser auprès de vous, puisqu'elle est actuellement en déplacement professionnel en Afrique centrale, mais je ne doute pas qu'elle assistera à nos travaux puisqu'ils sont filmés. Grâce à Catherine et grâce à Aurélie, entourée de leur aide, de leurs suggestions, leurs conseils, la présidence de l'association peut parfois s'apparenter à un long fleuve tranquille. C'est l'occasion de remercier aussi tous les membres de notre conseil d'administration, lequel conseil d'administration m'a fait confiance il y a un an, et celui qui vient d'être élu ce matin, enrichi d'un nouveau membre, dont j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure. Parmi eux, permettez-moi de remercier particulièrement David Keïla, qui m'a transmis le flambeau l'année dernière et qui est toujours disponible également lorsque j'ai besoin de lui poser une question ou de lui demander de l'aide ou un conseil. Depuis l'an dernier, nous avons, je le crois, encore bien travaillé. D'abord, nous avons organisé une belle rencontre à l'Assemblée nationale en salle Colbert, animée par David, entre Emmanuel Morel et François-Xavier Bellamy. Je crois qu'il avait connu un beau succès. Cet échange fut de très grande qualité et vous pouvez d'ailleurs le retrouver si vous n'avez pas eu encore la chance de le voir sur notre chaîne YouTube. Car nous avons créé aussi cette année une chaîne YouTube. Elle accueille non seulement nos premières conférences à Paris et la première journée hommage à Montélimar, mais aussi les 5 premiers épisodes de notre émission en ligne, Les Amis de Coralie. Car nous avons aussi créé une émission. Au passage, je remercie Philippe Guibert avec qui nous en partageons l'animation. Un mot également pour remercier Frédéric Verger et Jessie Torrent, qui travaillent d'arrache-pied, je peux vous témoigner, aidés par Colline, pour que nous puissions ouvrir bientôt notre site internet. Ainsi que vous retrouverez effectivement tous nos travaux, nos vidéos. Vous pourrez aussi payer votre adhésion en ligne. Ne restons pas sur le quai du progrès technique. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Nous avons aussi publié un livre, La souveraineté, l'Europe et le peuple, coordonné de main de maître par notre amie Vera Nikolski. Je voudrais ici la remercier, ainsi que les éditions Michalon, pour ce magnifique travail. Et je vous demanderai 2 choses. D'abord, de ne pas oublier d'acheter le livre, si vous ne l'avez encore pas fait. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour acquérir d'autres ouvrages, celui de Vera, par exemple, parce qu'elle a aussi écrit un livre cette année, celui de David, de Philippe, ou bien d'autres dont nous allons bientôt parler. Et la deuxième chose, c'est d'applaudir les auteurs du livre, les éditions Michalon, et surtout sa formidable coordinatrice. En finir avec l'impuissance en politique. C'est ainsi que nous avons intitulé nos travaux de l'après-midi. Depuis une quarantaine d'années, un sentiment de dépossession démocratique progresse parmi nos concitoyens. Lancinant, il ne touche pas que la France, mais beaucoup de nos voisins européens et même d'autres pays occidentaux. À l'instar du sentiment d'insécurité, le sentiment de dépossession ne constitue pas une panique morale, mais repose sur des réalités. Mais quelles sont-elles, ces réalités ? Du tournant de la rigueur au fiasco du marché européen de l'électricité, en passant par la réduction de la fracture sociale ou la fermeture du site Arcelor de Florange, les gouvernements se sont montrés impuissants à mettre en œuvre leur programme ou tout simplement réagir face à une situation inacceptable. Non seulement ils ont fait preuve d'impuissance, ces gouvernements, mais ils ont souvent montré du doigt d'autres responsables qui, par définition, ne pouvaient être sanctionnés démocratiquement par les citoyens. Citons pêle-mêle la globalisation financière, le système monétaire européen, la nécessité de préserver un prétendu couple franco-allemand,
l'euro, la Commission européenne, les hauts fonctionnaires de Bercy, les juges du Luxembourg, la CEDH, le Conseil constitutionnel, j'en passe encore. Malgré tout, à quelques moments clés, la puissance publique a pu passer outre les traités signés, les fameuses nécessités de la mondialisation ou certains principes gravés dans le marbre. Ainsi, pendant la crise financière de 2008, après les attentats de 2015 ou pendant la crise du Covid-19, la puissance publique a pu temporairement en redevenir une. Quels sont donc les ressorts de l'impuissance politique génératrice de dépossession démocratique? Quelle est la responsabilité des institutions de la Ve République? Qu'en est-il de la culture du chef en politique, en particulier dans un pays qui s'enorgueillit de rappeler dans sa constitution que la souveraineté appartient au peuple? Afin de répondre à ces questions, nous avions convié un grand témoin, acteur de la vie politique française. Il devait venir ici, à Montélimar, mais il y a quelques jours, un imprévu familial l'a contraint de renoncer. Avec Arnaud Montebourg, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous avons pu néanmoins trouver une solution. L'entretien que je devais avoir avec lui devant vous a bien eu lieu par visioconférence cette semaine. Et nous vous projetterons donc la vidéo dans les conditions directes. Malheureusement, son agenda ne nous a pas permis de faire plus qu'un entretien de 30 minutes. Nous organiserons donc un débat ensuite que je m'efforcerai d'animer. L'impuissance politique constitue-t-elle une fatalité? Nous pourrons à la fois débattre de ces remarques et propositions, à Arnaud Montebourg, et vous pourrez éventuellement faire les autres. Dans la deuxième partie de notre après-midi, il n'y a heureusement pas de défection. Jusqu'à maintenant, j'espère que Julien sera bien là à 16h comme il l'a promis. Nous avons donc réuni un très beau plateau autour de deux questions, celle du chef en politique et celle de la Ve République, comme remède à l'impuissance politique ou pas. Cette table ronde, même si vous l'avez remarqué, nous n'avons pas de table ronde, sera animée par Catherine Coutard, et permettez-moi donc de vous en présenter les intervenants. Charlotte Girard, qui enseigne le droit public à l'Université de Nanterre, avec qui j'ai eu le plaisir de débattre à Nîmes il y a 3 semaines. Je voudrais lui dire à la fois l'honneur que nous avons de la recevoir ici aujourd'hui, mais aussi saluer, quelques années après, son acuité, son courage et sa force de conviction, puisqu'elle avait vu très tôt certaines dérives d'une famille politique au point de la quitter. Je ne pouvais pas ne pas lui dire ceci aujourd'hui, d'autant que notre amie Coralie, elle aussi, avait été mortifiée, j'en suis témoin par certaines évolutions de la dite famille politique. Ces derniers jours montrent à un point que nous pouvions imaginer combien à la fois Charlotte et Coralie, mais aussi Georges Bérat, non seulement voyaient, mais voyaient ce qu'ils voyaient, pour reprendre l'expression de Charles Péguy. Julien Aubert, venu de son Vaucluse voisin, ancien député, vice-président de LR, il n'est pas arrivé, il n'était pas encore venu participer à nos travaux. Nous l'accueillons d'autant plus enthousiaste que ses combats ont parfois, voire souvent rencontré de ce Coralie. Il s'est même permis de la citer dans un discours devant un parterre de candidats à l'investiture LR à la présidentielle, pas très loin de là, à Lourmarin, en septembre 2021. Parmi eux, il y avait même un ancien commissaire européen, Michel Barnier, cité du Delhomme devant Barnier. Je crois qu'elle aurait sans doute apprécié. Je me souviens également d'un dimanche après-midi, Coralie m'appelle. On vient de lancer notre pétition contre la privatisation des aéroports de Paris. Il me faudrait des personnalités, avec David, la pétition. Je lui réponds, un député LR, ça te dirait? Elle me dit, bien sûr, pas de problème, ou quelque chose comme ça. Je l'ai joint immédiatement Julien. Il a signé la pétition de la foulée. Il fut ainsi le premier parlementaire à apposer sa signature. Et on sait combien ce combat fut important pour Coralie Delhomme, ainsi que pour David. Julien avait aussi accueilli Coralie dans l'un de ses événements de son mouvement Oser la France, à Paris,
Merci donc à Julien Aubert de participer à ce débat et bienvenue à lui. Benjamin Morel, je l'ai évoqué plus tôt, c'est lui qui vient de rentrer dans notre conseil d'administration. Il dirige le conseil scientifique de la Fondation Res Publica. Que fréquentait d'ailleurs Coralie? Comme Julien Aubert, Benjamin a déjà participé à notre émission en ligne, à l'occasion de la sortie de son livre La France en miettes, que vous pourrez évidemment acquérir ici auprès de notre libraire local. Encore quelqu'un qui a une bonne vue. Son livre nous met en garde contre le détricotage de la République, et la récente visite en Corse du président de la République s'inscrit tout à fait dans cette funeste évolution. Nous avons aussi souvent le plaisir et l'intérêt de le voir à la télévision, puisqu'il est désormais un des constitutionnalistes les plus consultés sur les plateaux et dans les studios, et à juste titre. Pour un débat consacré à la Ve République, il était donc incontournable. Enfin, notre ami Philippe Guibert, devenu une cheville ouvrière de notre association, j'en ai parlé un peu plus tôt, puisque à propos de l'émission, lui aussi, donc fort de son expérience, il nous a aidé à habituer les plateaux de télévision, qui connaît à la fois les coulisses du pouvoir de la Ve République, pour les avoir fréquentés de très près, pour avoir pu observer cette dérive de l'impuissance en politique de tout aussi près, et d'avoir croisé des chefs en politique. En tout cas, assez pour en faire un livre qui paraîtra au bon soin des éditions du Cerf en février prochain. Le chef en politique, Gulliver enchaîné. C'est le titre du l'ouvrage. Vous ne pourrez pas l'acheter aujourd'hui, mais vous faites un nœud dans votre mouchoir pour février, c'est ça? Sa thèse sur la question devrait être un des éléments essentiels du débat de tout à l'heure. Donc merci Philippe de ta présence à ce débat, mais plus généralement de ton activité intense pour notre association, alors que ton agenda de jeunes mariés est déjà fort bien rempli. Avant de vous remercier, je voulais quand même avoir une pensée pour le professeur de français qui, hier, a trouvé la mort, assassiné par un terroriste islamiste à Arras, et qui l'a fait avant tout pour protéger ses élèves. Voilà. Je voulais avoir quand même ces quelques mots. Merci à tous d'être présents aujourd'hui à Montélimar. Je déclare ouverte la 3e journée hommage à Coralie Delot. Donc nous allons lancer la fameuse vidéo avec Arnaud Montebourg. Ah, merde. Comment on met le son? Tout à fait à gauche, non? Tout à fait à gauche. À gauche, à gauche. Encore à gauche. C'est dur, David, mais à gauche. Encore à gauche. Bonjour, je vous remercie de vous prêter à cet enregistrement, puisque, comme vous le savez, il sera diffusé devant nos spectateurs à Montélimar. Et donc, on nous avait dit que vous vouliez prendre la parole au tout début pour dire quelques mots, notamment en présence du papa de Coralie et de sa belle-mère, de sa sœur. Vous vouliez dire quelques mots à propos de Coralie et de ce qu'elle vous avait apporté. Voilà. D'abord, je veux saluer chacun de ceux qui rendent hommage à Coralie Delot. J'ai toujours
apprécier les analyses, la force de caractère, la percussion intellectuelle. Et j'avais toujours aimé le parcours de cette femme qui a commencé dans les armées et qui a continué à servir intellectuellement la France à travers des analyses extrêmement justes et précises, documentées, pertinentes. Je ne peux pas être moi-même parmi vous pour lui rendre cet hommage et me joindre à vous, mais je veux dire à son père, à sa famille, qu'ils peuvent être fiers de ce qu'elle a laissé, si jeune, avec une énergie et une acuité qui aujourd'hui suscite encore l'admiration derrière elle. Donc c'est un hommage mérité auquel nous pouvons tous nous joindre. Elle a été membre de la Fondation Res Publica, que j'ai fréquenté moi aussi. Elle a écrit des livres démystifiant l'Union européenne. Le couple franco-allemand n'existe pas, la fin de l'Union européenne sont le titre de ses livres. Et je crois qu'elle a éclairé la réalité, parce qu'elle avait une exigence qui ne s'est jamais démentie. Hommage à elle et à son œuvre. Merci Arnaud Montebourg pour ces mots pour Coralie. Je vais commencer par une question d'actualité parce que le paysage politique, comme vous le voyez, est plus que jamais fragile. Et je vous ai entendu plusieurs fois annoncer, dire que Marine Le Pen pouvait être élue président de la République en 2027. Et compte tenu de la manière dont la France insoumise, encore ces derniers jours, plombe la gauche, comment vous voyez l'après-Macron et comment vous vous situez par rapport à ce paysage politique? D'abord, je fais partie de ces millions de Français qui votent blanc, c'est-à-dire qui ne se situent plus. Moi, je ne peux pas être d'accord avec la dérive de la gauche actuelle. Je n'en serai pas, et je n'en fais pas partie. Je ne suis pas d'accord, évidemment, avec l'extrême droite, et je n'approuve pas les orientations politiques du pouvoir actuel. Donc il n'y a que le choix entre trois solutions, et aucune ne me convient. Celle qui serait excessivement pro-européenne est pour moi condamnable parce qu'elle mène à l'impasse et à l'affaiblissement de la France. Celle qui serait non républicaine ne me convient pas parce que je suis un républicain jusqu'au bout des doigts et dans la moelle épinière. Et celle qui serait complaisante avec le communautarisme islamique, qui jetterait la laïcité par-dessus bord, et finalement détruirait une sorte de conception de la République que je porte depuis toujours, là aussi je ne peux pas la cautionner. Donc je suis dans une sorte de solitude et d'impasse personnelle. Je ne peux pas vous dire mieux. Okay. Justement, vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Vous avez notamment un projet autour de l'amande, m'a-t-on dit, et je pense que les habitants de la Drôme provençale, puisque nous en sommes aujourd'hui dans la capitale, en seront sensibles. Mais dans quelle mesure cette mue de l'ancien avocat socialiste du PS en chef d'entreprise s'affranchit justement du clivage droite-gauche? Si vous voulez, d'abord le clivage droite-gauche a disparu dans le macronisme. Pour moi, le clivage n'est plus droite-gauche, il est une autre nature, même si finalement, si j'avais à définir ce que devait être la politique, les choix politiques qu'on devrait défendre, ce serait plutôt à droite sur la laïcité, la sécurité et l'immigration, et plutôt à gauche sur la question économique et sociale, souverainisme économique,
patriotisme économique dans le cadre européen, refus du libéralisme financier et soutien à la liberté entrepreneuriale dans le tissu économique local. Donc, vous voyez, ça n'a aucun rapport avec ce qu'aucun parti politique propose aujourd'hui. C'est ça qu'il faudrait faire, à mon avis, pour que la France ait une chance de retrouver des couleurs. Donc, moi, le clivage droite-gauche, je ne me reconnais pas dans cette confrontation. Et évidemment, pour moi, l'action entrepreneuriale est une manière de construire des projets qui permettent de servir en quelque sorte la souveraineté économique française en relocalisant, faisant renaître sur le sol français les productions abandonnées ou perdues, en construisant des filières dans l'industrie ou dans l'agriculture qui permettent d'imaginer une implantation territoriale, des emplois, de la richesse créée. En tout cas, je le fais avec de modestes moyens, mais nous le faisons, et on en est fiers. Alors, voilà. Alors, Coralie Delhomme, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, a écrit en 2018 « Le couple franco-allemand n'existe pas », ce qui effectivement était sans doute son livre le plus abouti. Et dans quelle mesure aujourd'hui, compte tenu de l'expérience que vous avez vous avez eu notamment au ministère de l'économie, de la relation franco-allemande, en quelle mesure ce concept constitue l'un des plus grands alibis de notre renoncement? La réponse est dans la question. Je dirais que vous avez il n'y a pas d'alliance franco-allemande dans l'Union européenne. Il y a une confrontation permanente. Les Allemands ont un nationalisme tout à fait affirmé, et les Français ont peur d'affirmer leurs intérêts. Et donc la conséquence, c'est que les Français construisent l'Union européenne quand les Allemands défendent l'Allemagne. Donc au bout du bout, c'est la France qui passe à la trappe. Et dans toutes les négociations, c'est comme ça. Donc on le voit bien aujourd'hui sur le marché de l'énergie, où les Allemands veulent nous imposer des mécanismes de formation de prix sans rapport avec les niveaux, les coûts de production du nucléaire, parce que leur intérêt, c'est qu'il n'y ait pas de gain de compétitivité du côté français. Mais quand il s'agissait de défendre la compétitivité allemande au détriment de l'industrie française, ils ne sont pas gênés. Donc encore une fois, les Français sont conciliants, les Allemands sont cassants. Donc à nous d'être cassants et non conciliants. Et on verra que peut-être nous défendrons mieux nos intérêts. Pour moi, on a défait la France sans faire l'Europe. Parce que l'Europe, c'est pas, on ne se retrouve absolument pas. D'abord, on paye et elle nous déconstruit. Elle nous empêche d'exprimer nos choix. Donc, c'est un outil, si vous voulez, qui s'est retourné contre nous. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants qui ne la défendent pas. Ce n'est pas lié à l'Europe, c'est lié à la manière dont nous envoyons des dirigeants qui sont des Européens, PA, Penet et Nico. C'est tout. Donc, il est temps qu'on fasse attention à ça maintenant. Alors, justement, pour sortir de cette impuissance en politique, Henri Guénaud a fait une proposition à la fin d'affirmer la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Donc il propose, notamment dans notre dernier livre paru en mai dernier, qu'il faut modifier l'article 55 de la Constitution en précisant que la loi nationale est supérieure au droit européen si elle est promulguée postérieurement à celui-ci, ce qui reviendrait à annuler, c'est pas aux juristes comment je vais apprendre ça, le fameux arrêt Niccolo de 1989, où il y avait un principe de loi écran. Est-ce que vous seriez favorable à cette proposition constitutionnelle qu'Henri Guénaud propose, et qu'il est, je crois, assez seul à proposer pour l'instant?
Non, il n'était pas le seul, je l'ai proposé également, donc je peux l'approuver. Ah, d'accord. Okay. Michel Barnier l'avait proposé également à son tour, donc il y a quand même beaucoup de monde qui sont d'accord sur cette proposition. Michel Barnier s'était affirmé que la Constitution, c'est déjà le cas, il était moins ambitieux que ça. La Constitution permet aujourd'hui d'affirmer la suprématie de la loi sur les directives européennes. Donc il suffit de le décider. Et si le Conseil d'État a inversé sa jurisprudence, il l'a fait de façon tout à fait autonome. Donc s'il faut corriger, tailler les oreilles en point cette jurisprudence, c'est au législateur de le faire, au constituant de le faire. D'accord. Donc j'approuve cette proposition. Donc, du tournant de la rigueur au fiasco du marché européen de l'électricité, en passant par la réduction de l'infrastructure sociale et la fermeture du site Arcelor de Florence, les gouvernements se sont montrés impuissants à mettre en œuvre les programmes ou tout simplement éviter des situations catastrophiques inacceptables. Alors, Armand Montebourg, vous avez vécu de très près l'un de ces exemples, ArcelorMittal. Comment vous l'avez vécu et dans quelle mesure cela a constitué ou non pour vous un basculement dans votre vie politique? Je l'ai vécu comme une trahison, d'abord de la part des dirigeants socialistes, qui a été d'une grande cruauté pour les ouvriers lorrains. C'est pas pour rien que Édouard Martin, le syndicaliste de la CFDT, pleurait en direct à la télévision après la nouvelle. Donc c'est une trahison, une de plus, vous me direz. Mais ça a toujours été comme ça. Et ça n'a aucun rapport avec l'Union européenne. Car on pouvait parfaitement nationaliser ces hauts fourneaux. Je rappelle que nous avons nationalisé partiellement Peugeot pour la sauver de la faillite. Donc, on a placé d'ailleurs à sa tête Louis Gallois, qui était le représentant de l'État, qui a nommé Carlos Tavares, qui a fait le Peugeot actuel 10 ans plus tard. Donc, c'est pas l'Europe, là, c'est encore des dirigeants qui ont abandonné les Français. Et ils l'ont payé, puisque quelques mois plus tard, toutes les communes lorraines sont passées au Front National. Voilà, c'est assez simple finalement. Quand vous méprisez les gens, ils vous envoient la facture. Voilà. Alors, la crise du Covid a démontré que l'on était à la fois démunis pour obtenir des masques, des protections pour nos soignants, ou même du paracétamol. Et d'un autre côté, la puissance publique, là, cette fois-ci, il y avait à nouveau une puissance publique qui parvenait à interdire de se déplacer dans la forêt ou dans la plage, alors que, bon, on ne risquait rien, avec une affirmation du corps préfectoral comme jamais depuis des décennies. Comment vous expliquez ce paradoxe? Je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'un côté, on est capable de fermer le pays. Ça peut être nécessaire, mais on n'est pas capable, on est impuissant, aussi bien pour régler des problèmes comme le problème d'Arcelor nationalisé, par exemple, les hauts fourneaux, ou pour se confronter à l'Allemagne, ou pour régler les problèmes dans les banlieues de sécurité, ou faire appliquer les OQTF, etc. Là, pour ça, on est impuissant. Et par contre, pour faire le pays, on y arrive. Comment vous expliquez qu'il y a à la fois on n'arrive pas à faire l'un et qu'on arrive à faire l'autre? C'est une question de volonté et de décision. Il y a des choses qu'on veut faire et d'autres qu'on ne veut pas faire. Donc c'est assez simple de comprendre les orientations d'un gouvernement. Un gouvernement libéral ne veut pas toucher aux intérêts économiques. Très bien. Mais pourtant, il faut se résoudre à le faire. Un gouvernement souverainiste fait passer l'intérêt de la France avant le laisser faire.
économique. Donc c'est pas les mêmes choix. Donc là on a un problème, c'est qu'on ne peut pas continuer avec un gouvernement trop libéral. Voilà pourquoi. Justement, il n'a pas été très libéral pendant la période du Covid. Loi s'en fout, il y a eu quoi qu'il en coûte. Il y a eu également justement le fait qu'on interdisait aux gens de se déplacer, qu'on leur obligeait de se vacciner pour aller au restaurant, etc. C'est bien la preuve que les gouvernements qui le font quand ils n'ont pas le choix peuvent le faire quand ils auraient le choix, n'est-ce pas? Et donc quand ils ont le choix, ils ne veulent pas le faire parce que c'est pas leur orientation. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, tout le monde le comprend, ça, n'est-ce pas? Et justement, quel est votre rapport par rapport au libéralisme depuis que vous êtes devenu entrepreneur? Écoutez, moi je pense que vous avez deux types d'économies. Vous avez l'économie qui repose sur le travail. L'entrepreneuriat en fait partie, la création, l'ingénierie. Puis vous avez l'économie qui ensuite est financiarisée et repose sur le capital. L'économie qui repose sur le travail, il faut la libéraliser. C'est-à-dire qu'il faut laisser les gens travailler. L'économie qui repose sur la finance, il faut la contraindre, parce qu'elle s'est retournée contre nous. Donc si on fait cette nouvelle dichotomie, cette répartition différente des choses, ça veut dire que les PME, les ETI, les TPE, les micro-entrepreneurs, il faut les laisser se développer et donc limiter les contraintes autant que possible et que permet le compromis social. En revanche, toutes les grandes entreprises, il faut augmenter la pression sur elles. Voilà. Vous faites la différence entre les grandes et les petites? Oui, l'économie financière et l'économie liée au travail. L'économie qui repose sur le capital, l'économie qui repose sur le travail. Voilà. Et sachant que dans les alliances capital-travail, il y a toujours un déséquilibre. Par exemple, dans les startups, le travail est plus important que le capital, même s'il faut du capital. Dans les grands groupes, le travail n'a plus aucune importance, tout repose sur le capital et les intérêts du capital, et l'entreprise est alignée sur les intérêts des actionnaires. Donc là, c'est plus acceptable. Donc là, vous avez des dérives, évidemment. C'est là qu'il faut intervenir. Donc je suis anti-libéral sur l'économie qui repose sur le capital, et je suis libéral sur l'économie qui repose sur le travail. Quel est votre... Vous avez comparé, et je trouve que cette comparaison était assez pertinente. D'ailleurs, je vous ai cité récemment dans une chronique à ce propos, vous avez comparé Emmanuel Macron à Frigoli, puisqu'il change de costume plus vite qu'on ne peut s'en apercevoir. Et justement, après la période entre eux, sa période... je suis libéral, la commission Attali, et puis jusqu'aux Gilets jaunes finalement. Et puis les Gilets jaunes et le quoi qu'il en coûte, il y a eu quand même une mue assez impressionnante. À votre avis, qui est Emmanuel Macron en fait? Parce que vous l'avez croisé. Qui est-il? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Demandez-lui. Je ne saurais répondre à cette question. Je ne sais toujours pas. Alors, justement, parce que vous êtes un petit peu responsable, si on revient au 24 août 2014, vous vous souvenez de cette date? Oui, je crois qu'elle a une place dans ma vie, en fait. Voilà. Alors, sur le ton de la plaisanterie, autour de midi, vous proposez d'envoyer une cuvée du redressement au président de la République. Et ceci provoque... déjà, ça commence à fait passer à l'as sous silence tout votre excellent discours de l'après-midi, quand même. Et puis, le lendemain, Manuel Valls demande à François Hollande... présente la démission du gouvernement à François Hollande, et donc elle vous évince, vous et Benoît Hamon, si je me souviens bien,
du gouvernement, et cela, la conséquence d'envoyer Emmanuel Macron, qui s'apprêtait à partir à Londres, et lancer sa carrière politique. Alors, est-ce que vous avez un mea culpa à formuler, ou en tout cas, est-ce que... je ne suis pas responsable des décisions de nomination du président de la République. Que je parte, ça ne faisait aucun doute, il fallait partir. Maintenant, me remplacer par Emmanuel Macron, je n'y suis pour rien. J'aurais pu être remplacé par quelqu'un d'autre. En même temps, je n'ai aucun mea culpa à... aucun. En revanche, c'est vrai que ça vous a, à l'époque, privé de votre agenda, parce que je pense que vous pensiez démissionner quelques semaines ou quelques mois plus tard, mais à un moment que vous aviez choisi vous-même. Non, on était prêt à partir. Les cartons étaient prêts. Non, c'était très bien. C'était le bon moment. D'ailleurs, c'était mon discours. Le discours de Frangy était un discours, c'était un réquisitoire contre la politique économique, et j'étais ministre d'économie, donc il fallait partir. Mais c'est vrai qu'on a plus parlé de votre plaisanterie que votre excellent discours. Bah tant pis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les mots aient été dits. Quelles seraient si vous aviez 3 propositions pour sortir de l'impuissance en politique, quelles seraient-elles? Je pense qu'il nous faudrait des dirigeants qui acceptent un rapport de force avec l'Union européenne en permanence, mais qui n'en aient absolument pas peur. Ça changerait déjà beaucoup de choses. Donc ça suppose quand même que dans toute la couche de l'État profond, les hauts fonctionnaires, tous ces gens-là qui cherchent des postes à Bruxelles en sortant de leur fonction à Bercy ou ailleurs, on leur fasse d'autres plans de carrière. Voilà. La deuxième, c'est qu'on redonne du poids, des contrepoids aux citoyens par des référendums d'initiative populaire qui soient accessibles, pas ceux qui ont été conçus en 2008, parce que là, évidemment, il faudrait composer avec. Et ça, ce serait une très très bonne mesure. Et puis, troisièmement, il faudrait que les mécanismes de contrôle du Parlement soient un peu plus libres, ils ne le sont pas aujourd'hui, permettent, par exemple, sur les commissions d'enquête, d'aller beaucoup plus loin que là où les commissions d'enquête peuvent aller aujourd'hui, et notamment pourraient aboutir à renverser certains ministres. Voilà. Je pense qu'avec ça, on pourrait avancer. Je ne dis pas que c'est miraculeux, mais ça permettrait de rendre... C'est les ingrédients de la 6ème République, j'ai toujours défendu, que vous avez là. Alors justement, c'est intéressant parce que notre deuxième débat qui suivra, qui réunira Charlotte Girard, Julien Aubert, Philippe Guibert et puis Benjamin Morel, va porter sur cette question de la 5ème République. Et alors moi, il se trouve que j'ai pas le même itinéraire que Coralie, je viens plutôt de la sphère séguiniste, on peut dire, et pour ces raisons... Personne n'est parfait, cher ami, personne. Et donc par héritage, effectivement, j'ai un certain attachement avec la 5ème République. Alors pas effectivement celle qui a été triturée par la loi du quinquennat, et puis celle en plus encore la loi constitutionnelle de 2008, mais la 5ème République d'origine, celle de 62, après tout, elle consultait les Français régulièrement, et puis il y avait davantage d'équilibre du fait d'ailleurs du septennat, qui aujourd'hui on a la concomitance s'arrange à complètement déséquilibrer les institutions. Alors
est-ce qu'il ne faudrait pas revenir plutôt à l'origine de la Ve République plutôt qu'à une 6e? Voilà, c'était ma question, c'est notre débat. Oui, mais ce sont des débats un peu théologiques. Je suis favorable, par exemple, au rétablissement du septennat. Je suis évidemment favorable au retour à la situation antérieure à l'arrêt de Niccolo. Voilà, c'est des choix profonds hein, qu'il faut porter. Donc ça, si vous voulez, c'est un retour en arrière. Mais il faut moderniser par des projections en avant. Et notamment l'augmentation du contrepoids du Parlement, la suppression des autorités administratives indépendantes dans le domaine économique, par exemple. La réforme des collectivités locales doit être démocratisée, c'est plus gérable, bazar sur le territoire, et on a sous-développé le territoire français en le suradministrant, et puis la place du peuple qui n'est pas trouvée encore. Donc ça, c'est pas la Ve République, le retour à la Ve République, c'est vraiment les progrès vers une nouvelle frontière démocratique. Donc c'est un peu les deux, mon général. D'accord. Vous avez parlé des collectivités locales. La suradministration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait supprimer certains échelons? Écoutez, personne ne comprend rien. Il y a 5 échelons. Personne n'est responsable. Donc c'est infernal. C'est la chasse aux subventions. Ceux qui dépensent ne sont pas ceux qui prélèvent. Donc ça crée des responsabilités. Et tout ça, on a créé un corps de la fonction publique territoriale qui est surabondant, alors qu'on a des besoins dans les hôpitaux, la police, la justice. Donc il faut faire maigrir tout ça et amener tous ces gens à se former dans d'autres métiers dont on a besoin dans la fonction publique nationale. D'ailleurs, il faudrait fusionner les 3 fonctions publiques. Voilà, pour permettre des changements de métier en permanence. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et surtout, retrouver une sorte de pureté de la décentralisation. Voilà, commune, communauté de communes, région. Mais communauté de communes ou communauté d'agglo, élu au suffrage universel. Voilà, avec un conseil des maires à l'intérieur, et celui qui est élu au suffrage universel, il siège à la région. Voilà. Ce serait beaucoup plus cohérent. Et on peut faire élire le président de la région au suffrage universel aussi, mais devra composer avec le conseil des élus territoriaux. Voilà, avec beaucoup plus avec simple. Les mêmes régions. Pardon, avec les mêmes régions qu'aujourd'hui ou non, on peut demander aux régions ce qu'elles en pensent. Celles qui trouvent que c'est trop grand, on les casserait. Celles qui trouvent que c'est bien, on les garde. Ça dépend. Il y a des régions qui trouveraient que les régions qui sont satisfaites, il y en a qui ne le sont pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Emmanuel Macron projette en Corse? C'est le retour des vieux démons que nous avons tous combattu. Benjamin Morel qui vous écoute. Pardon? Il y a Benjamin Morel qui vous écoute. C'est le retour des vieux démons qu'on a tous combattus. Regardez, déjà, les Bretons sont en train de demander la même chose. Bon, si on veut que la France finisse comme l'Espagne, continuons comme ça. Ou la Belgique, ou l'Angleterre. Donc pour moi, il y a des limites qui ne doivent pas être franchies. Jean-Pierre Chevènement a démissionné du gouvernement Jospin sur cette question. Tout à fait. Je crois qu'on a fait le tour des questions, cher Actif. En tout cas, je veux vous remercier. Vous priez d'excuser mon absence qui est liée à des motifs familiaux. Et surtout, vous souhaitez un bon colloque et en hommage à notre regretté Coralie. Merci beaucoup, Arnaud Montebourg. Au revoir. Au revoir.
C'est bien. C'est l'écho, c'est toi. Ah, il y avait un écho. Il fallait pas le mettre. Oui. C'est pas grave. Enfin, vous pouvez m'aider. Donc, j'espère que ce moment vous a plu, parfois amusé, je crois. C'est la personnalité d'Arnaud Montebourg. Vous avez remarqué que sur la fin, la fin était un petit peu brutale, mais il avait un rendez-vous juste après, donc ceci explique cela. On va effectivement faire participer vous par rapport à votre ressenti sur cet entretien, sur les propositions, sur les réactions d'Arnaud Montebourg. Donc on va passer un micro et on essaiera d'en débattre entre nous pendant combien de temps? Une demi-heure? Moins que ça? Bon, ok. Donc, on va faire circuler. L'idée, c'est que vous ayez une petite pause avant la table ronde et qu'on puisse démarrer la table ronde au plus près de 16h. Voilà. Qui fait balader le micro? Donc une vingtaine de minutes. Allez. Et puis si c'est passionnant, une demi-heure, on va pas. Donc, qui veut intervenir pour la première question? Pour une question, on l'a fait. Bah, on va poser à moi, et puis on va quand même se répondre entre nous. Après, on va pas, je vais pas jouer le rôle d'Arnaud Montebourg, vous n'êtes pas seulement. Alors, plutôt des réactions ou des questions, de toute façon, je ne pourrais pas répondre à la manière d'Arnaud Montebourg, ni avec sa voix, ni avec la mienne. Je vois que les réactions. Ah, monsieur. C'est toujours la première question. Bonjour, merci pour les interventions qu'on a eues. Moi, j'aurais des questions concernant l'organisation. On a parlé de l'organisation territoriale. Donc, je trouve ça assez intéressant. Moi, je suis prof, et en fait, j'essaie d'expliquer à mes élèves comment ça fonctionne, parce que je n'ai pas compris. Mais je dois reconnaître que moi non plus, je ne comprends pas beaucoup quand je dois leur expliquer. Sans compter que je viens de Lyon. Donc, à Lyon, on a 2 départements maintenant. On a une métropole de Lyon, et en plus on a un département du Rhône. Donc on a ce qu'on appelle le Nouveau Rhône. Après on a aussi une circonscription qui s'appelle le Rhône, qui n'a rien à voir en fait, qui regroupe les 2 anciens départements. Moi la question que j'ai sur ça, c'est comment articuler avec l'idée, on en a parlé, on parle de région, on parle de communes, on parle de, à un moment j'ai entendu parler de communautés de communes, de communautés d'agglomération. Je sais que c'est peut-être des fois assez vague pour beaucoup de gens. Moi j'ai l'impression qu'on fait en sorte que ce soit vague pour beaucoup de gens, sans compter qu'on sait que la plupart des citoyens sont surtout attachés en fait à la commune, comme l'identité de base, enfin l'identité politique de base. Moi je veux une commune rurale originalement, donc nous la commune ça veut dire quelque chose. Pour peut-être réintéresser les gens et aussi pour refaire la puissance publique, est-ce que ça repasserait en fait par la commune? Moi je le pense. Je voulais savoir ce que pensent l'auditoire, les spécialistes des collectivités locales. Merci. Je suis assez d'accord avec vous sur la commune. Même plutôt d'accord avec vous. C'est la commune, la cellule de base en décentralisation. Et d'ailleurs, je me souviens il a été question dans l'entretien de mes origines séguinistes, et Philippe Séguin avait toujours dit il y a la nation, il y a la commune, et puis entre les deux, c'est pas très important. Je reste à peu près sur cette position. Pourquoi? Parce que en démocratie, il faut que la minorité accepte la loi de la majorité. Et pour faire ce sacrifice, c'est un sacrifice d'accepter la loi de la majorité, il faut un sentiment d'identification commun extrêmement fort. Voilà pourquoi les grandes régions fabriquées à la hâte sur un bureau
des cabinets de François Hollande, où certaines communautés de communes avec presque 100 communes, enfin ça définit des contours qui ne permettent pas cette acceptation. Voilà. Donc c'est une question avant tout démocratique. Je vais peut-être passer maintenant le micro éventuellement à Benjamin Morel, qui connaît bien les questions de décentralisation, parce que avant même qu'on commence le débat de tout à l'heure, je crois qu'il y a des choses à nous dire sur cette question. Ah non. Non mais d'accord. Non mais je rejoins totalement ce que tu disais. Je crois que là-dessus, sur ce sujet-là, on a en effet un sujet, je dirais, d'objectif. Ah d'accord, il faut que je le mette là. On a un objectif, on a un souci qui est un sujet d'objectif de la décentralisation. La décentralisation, c'est quoi en réalité? Moi, j'aime pas trop le mot décentralisation, ça qualifie un processus, pas un but. On peut évidemment réfléchir en termes de pouvoir local, de pouvoir communal au niveau local, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement où on va dans ce processus-là. Vous citiez la métropole de Lyon, mais l'exemple que je donne beaucoup, égard notamment au sujet de la régionalisme, c'est la collectivité européenne d'Alsace. Quand je vote dans la collectivité européenne d'Alsace, il faut que je comprenne que je suis dans une collectivité à statut particulier qui n'est pas une collectivité à statut particulier, mais un département à compétences particulières, qui dispose de compétences régionales qui, en Moselle, sont exercées par le Grand Est et qui, chez moi, sont exercées par la collectivité qui est un département, mais qui ne s'appelle pas département. In fine, vous perdez tout le monde. Et l'objectif d'une décentralisation qui serait bien faite, qui serait bien de démocratiser les politiques publiques, c'est-à-dire d'évaluer un bilan et d'évaluer un projet, est totalement perdu dans la chose. Quand on s'était battu avec d'autres au moment de la loi 3DS, donc personne n'a entendu parler, je vous invite à regarder le programme pour l'Île-de-France de Valérie Pécresse. Elle propose de mettre en l'air, grâce à cette loi, l'éducation nationale, en ayant des écoles qui seraient des écoles privées en mode management, choisies par la région et payées par l'État. Elle propose de régionaliser le SMIC. On dit c'est bien parce qu'en Ile-de-France, ça va le faire monter et ça va le faire baisser dans d'autres territoires. Et donc là, on rompt totalement l'égalité républicaine. Politique du logement social, rien à faire. On déroge. Donc vous voyez, ça a des implications réelles. Et à force de dire que c'est trop complexe, on enfante ensuite fondamentalement des monstres. Et donc cette complexité, elle n'est pas bonne d'un point de vue démocratique. Elle est totalement antinomique par rapport à ce qui serait l'objectif d'un pouvoir local communal, qui serait un pouvoir local communal contrôlable et par l'électeur. Et sur le fond, eh bien, pour revenir sur la question de qu'est-ce qui s'est passé au moment de la 3DS, quand on est parti et qu'on a fait notamment à l'époque un sondage qui a été exposé à Jacqueline Gouraud, et qu'on a dit, voilà, Madame Gouraud, que demandent les Français en matière de décentralisation? Ils demandent de la lisibilité de la démocratie. Elle a répondu quelque chose à Oriane Manchini, qui était sur Public Sénat, d'extrêmement révélateur. Elle dit, vous savez, si on a demandé leur avis aux Français lors des premières lois de décentralisation, ils n'auraient peut-être pas dit oui. Et mais la décentralisation, c'est pas fait pour les électeurs, c'est fait pour les élus. Et en effet, dans la manière dont on a conçu les lois de décentralisation, vous avez ça. On construit des mécanotechniques pour rendre les choses peut-être plus efficaces ou en tout cas plus faciles. On peut comprendre les élus, c'est extrêmement complexe, etc. Oui, il ne s'agit pas de leur jeter la pierre. Mais on perd l'objectif. L'objectif, en effet, c'est la démocratisation. Et ça, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Vous avez la commune, vous avez la nation. Il y a des questions qui peuvent se poser en termes d'échelle. L'efficacité de l'action publique avec des communes qui, aujourd'hui, parfois, notamment au milieu rural, peuvent être considérées comme trop petites pour agir sur le réel. Mais aidons-les, si c'est le cas. L'objectif, encore une fois, si l'objectif c'est la démocratie, il faut accepter parfois que, eh bien, il puisse y avoir plus de péréquation, qu'il puisse y avoir plus d'aide, et que, en effet, économiquement, peut-être, parfois, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, peut-être que parfois, les élus font des erreurs, mais que malgré tout, eh bien, c'est ça qui rend la démocratie vertueuse, et c'est ça le vrai objectif, et ça, on l'a totalement perdu. Merci Benjamin. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à la prestation de Arnaud Montebourg? Frédéric. Oui, toujours dans la logique de l'organisation territoriale et tout sur la problématique de l'organisation territoriale et du fonctionnement démocratique, se pose le problème de la lisibilité des politiques publiques et de l'exercice.
aujourd'hui sur deux axes. Le premier, c'est que pour la bonne réalisation, on a 10 logos, et on ne sait plus qui est responsable de quoi, qui finance et qui est responsable du projet. Deuxième angle, pour regarder la chose, l'intercommunalité a un poids prépondérant aujourd'hui dans les politiques publiques et aucun programme n'est présenté aux citoyens. Les métropoles, sans parler du cas très spécifique de Lyon, qui cumule départements et métropoles, les autres métropoles, à aucun moment il y a un projet présenté aux citoyens lors des élections. Chaque liste municipale flèche, en réalité, les premiers des listes sont élus au conseil communautaire et feront une politique qui résultera principalement de choix du conseil et incapacité de dire comment sera composé ce conseil en fonction des résultats des élections municipales. Alors, aucun projet sur des compétences de déplacement, développement économique, transport, tout un champ prépondérant dans les politiques locales. Pour finir, il y a deux grands schémas. Un schéma qui veut tendre vers des grandes communes, des grandes régions et l'Europe. Et ainsi, un certain nombre de responsables publics souhaitent faire disparaître le citoyen. Et puis l'autre schéma, qui est attaché à la commune, une collectivité intermédiaire pour la cohésion sociale et territoriale. Ça pourrait être des départements un peu plus gros qu'on est dans la Drôme, qui est un petit département, Drôme-Ardèche, des départements autour du million d'habitants, qui auraient réellement des compétences de cohésion sociale et territoriale, et puis la nation. Et autour de ces trois niveaux, il y aurait des coopérations pour conduire les autres politiques. Non, c'est comme des questions, il y a là-dessus. Donc, est-ce que vous avez d'autres interventions? Non. Ah, David. Oui, non, c'est cette question de l'organisation politique, de la décentralisation, c'est une question importante, mais moi j'ai été plutôt marqué dans le discours d'Arnaud Montebourg par rapport à son côté finalement libéral, un peu dual, où il dit, il oppose en quelque sorte les grandes entreprises selon une logique financière et puis les petites entreprises selon une logique travail. Alors, je comprends tout à fait le discours d'Arnaud Montebourg, qui est de dire, bon, en gros, il y a le vrai travail et puis les spéculateurs, mais je pense que c'est un discours difficile à tenir en fait en politique. C'est-à-dire que quand on parle de l'impuissance en politique, l'une des raisons de l'impuissance, il n'a pas dit, mais il me semble que c'est important, c'est la cohérence, ou plutôt l'incohérence. Lorsque on dit, voilà, je vais soutenir les entrepreneurs d'un côté, et puis d'un côté, on va dire, oui, mais les grands capitalistes financiarisés, je vais les combattre, on risque de se retrouver devant un problème quand on va faire une loi qui, parfois, quand on veut, par exemple, introduire plus de normes, plus de règles sur les entreprises, forcément, ça va toucher toutes les entreprises. Puis où est-ce qu'on met la limite entre les deux? Et quand on a un double discours, très souvent, on finit par devenir impuissant, parce qu'on ne peut pas à la fois, combattre la spéculation des grandes entreprises, la logique financiarisée, etc., et donc leur imposer des normes et des restrictions dans leur action, et puis en même temps libéraliser l'action des petites entreprises. Parce que très souvent, elles sont pas, c'est pas parce qu'elles sont plus petites qu'elles sont forcément plus vertueuses. Donc l'un des problèmes pour moi de l'impuissance politique, c'est aussi que quand on a un discours qui veut un peu ménager la chèvre le chou et qu'on peut, faire essayer de concilier des contraires, en fait on finit par devenir impuissant parce que dans la mise en œuvre, on se heurte en fait à ses propres contradictions. Et je trouve que c'est un peu une limite d'Arnaud Montebourg en fait, c'est-à-dire que c'est un peu difficile d'être libéral et non libéral à la fois. Voilà. Oui, je pense que c'est important de revenir sur les autres parties, même si la question de la démocratie, donc on y reviendra, sur la question des institutions, en particulier la complexité
des découpages territoriaux est essentiel. C'est important de revenir sur les autres questions qu'il a posées, la question économique, la question européenne. Effectivement, il y a la question de la volonté de nos dirigeants, mais la question européenne, elle est quand même clé, et je pense qu'on y reviendra sans doute dans le débat de cet après-midi. Sur la question que vient de soulever David, je dirais quand même que, mais parce que j'ai une tradition ancienne d'un discours, ce qu'on appelait l'alliance des productifs, c'est de dire qu'il y a quand même des lois d'intérêt général qu'on peut promulguer sur la base d'un consensus sur les normes sociales et environnementales, je rajouterais, mais comme il l'a dit, qui peut être travaillé, et il y a quand même sur le capitalisme financier des capacités de contrainte financière par l'impôt qui peuvent, c'est un impôt, c'est des règles générales, mais qui ne s'appliqueront, enfin qui auront une incidence que sur celle-ci. Donc il y a quand même quelques outils de différenciation. Pas tous. Quand on a fait le CICE, l'inventeur du CICE, du rapport sur le CICE, voulait que ça ne s'applique que aux entreprises productives. Et il a été retenu par le Conseil d'État, par l'Europe, pour que ça s'applique à tout, aux hypermarchés, aux machins, et c'est ça qui en a fait un outil totalement délirant. Donc effectivement, on ne peut pas tout faire, mais quand même, David, il y a des pistes pour que, et en particulier fiscales, il me semble-t-il, mais je ne suis pas économiste, pour que ça touche le capitalisme financier particulièrement. J'ai été très frappé dans l'entretien que Arnaud à Montebourg a accordé à David par le fait qu'il était dans une impasse politique totale. C'est ça qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'il derrière le côté toujours brillant, un peu provocateur de Montebourg, qui fait son charme, mais parfois sa limite, ou ses limites, là j'ai senti un homme politique, qui n'est plus tout à fait un homme politique, et qui dit « je suis dans une impasse ». Et dans sa description des trois pôles de la fameuse tripartition de la vie politique française, je me suis retrouvé, et je me suis dit « mais nous sommes quand même assez nombreux à être dans cette impasse ». Et le problème, c'est que comment sortir de l'impasse ? Et là, on sent que Montebourg a un petit peu lâché l'affaire et lâché prise. C'est ça qui m'a beaucoup frappé dans le ton de ces... Il y a une sorte de fatalisme, d'abandon. Et puis peut-être la deuxième remarque rapide, mais ça renvoie au débat qu'on va avoir tout à l'heure. Je trouve que ces propositions institutionnelles sont loin d'être idiotes et sont assez intéressantes. Enfin, j'en partage au moins une, mais je ne vais pas anticiper sur le référendum d'initiative populaire comme levier et aiguillon sous la Ve République pour changer des choses et pour notamment servir d'aiguillon au chef politique qu'est le président de la République. Mais j'ai trouvé que ces propositions étaient intéressantes. Reste, encore une fois, qui peut les porter aujourd'hui dans la vie politique ? En fait, je terminerai là-dessus, la politique c'est bien beau, mais une analyse même intelligente ne suffit pas. À un moment donné, il faut un leader, un chef, quelqu'un qui incarne et qui est capable de drainer des énergies. Et je trouve très sympathique Arnaud Montebourg, mais j'ai le sentiment qu'il a un petit peu renoncé. Tout à fait, il a raison de dire. Merci. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, et notamment presque une petite pointe de déception, y compris sur ce type de prise de parole. Et à la fois, je comprends assez qu'on puisse se sentir comme Arnaud Montebourg, un peu orphelin de tout, enfin il y a quelque chose de l'absence de représentation. Donc ça c'est une chose, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup revenu, vous savez, y compris dans les mobilisations sociales, les gilets jaunes à une époque, et puis ça revient finalement avec une espèce d'errance politique assez partagée à la base, comme on dit. Et en même temps, je me pose la question des causes de cette errance-là, de cette espèce de sentiment d'abandon et de non-représentation. Et je trouve qu'une des causes, et je vais venir à un des thèmes qui était abordé par Arnaud Montebourg, c'est la question de la confusion.
la confusion. Voilà, il y a même une qui a été relevée par David, qui est là tout à l'heure, sur la question économique. On a parlé aussi de la question du millefeuille, et que finalement la réponse de Montebourg n'était pas beaucoup plus éclairante que le Capharnaüm actuel. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a fait une sorte de répartition des rôles, comme si les questions sociales devaient être traitées par la gauche et relevaient du domaine idéologique de la gauche. Okay. Mais à droite, moi j'ai entendu qu'il avait mis la laïcité. Et là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que j'ai compris, à savoir que la laïcité, les questions de laïcité serait une invention de la droite et que bon, ce serait bon à prendre et qu'il faudrait en faire un élément de programme politique. Alors peut-être que je n'ai pas compris, ouais, Philippe? Non, j'ai l'impression qu'il a sous-entendu que la laïcité n'était plus traitée par la gauche. Ah, d'accord. Bah, j'ai compris. Non, en fait, il y a en tout cas une compréhension de la laïcité, peut-être un peu plus fidèle à l'origine de la loi 1905 et de sa conception du point de vue non pas de la neutralité de l'État d'ailleurs, mais du fait que l'État préserve la possibilité à chacun de croire ou de ne pas croire, et y compris aux croyants qui se débrouillent, mais que personne ne soit y compris empêché dans sa croyance. Et pour le coup, le fait de sous-traiter cette question à la droite me semble être un vrai problème, parce que précisément, ce n'est pas, à mon avis, l'option égalitaire qui a pu être celle de la Révolution. Enfin, pas de la Révolution, si, la Révolution. En 1793, il y a eu de beaux débats sur la question de la laïcité, sur 1992, et la question de la loi de 1905, la manière dont elle a été pensée, pour permettre une manière d'égalité de traitement de l'ensemble des citoyens. Rajouter un mot, je suis absolument d'accord avec ce que tu disais. Je crois qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de désignification des mots. On va sans doute parler et aborder ce sujet dans les prochaines minutes, mais la souveraineté européenne, par exemple, ça ne veut rien dire. Hein. C'est une notion qui est une notion creuse. Vous prenez un concept, vous lui inculquez ce que vous voulez lui faire entendre et vous le lancez dans le débat public. C'est ce que fait Emmanuel Macron sur la question de la souveraineté. Il ne faut pas qu'on ait également le même exercice avec la laïcité. Or, aujourd'hui, la laïcité, pour moi aujourd'hui, est un capital commun, que ce soit à la droite ou à la gauche. Le fait est que quand certains à droite disent « Attendez, moi je défends la laïcité parce que lorsque les musulmans nous embêtent, eh bien, il faut à ce moment-là la défendre. Par contre, si je construis des statues de la Sainte Vierge après 1905 dans ma commune, ça ne pose pas de problème du point de vue de la laïcité parce que vous comprenez, on est une terre chrétienne. » Ah non, la laïcité, c'est pas ça. La laïcité, c'est une loi, c'est une notion qui s'applique à tout à chacun. Et si on commence à faire le tri entre d'un côté la confession chrétienne et de l'autre la confession musulmane et qu'on met des bons et des mauvais points, c'est autre chose. On peut vouloir défendre. Mais dans tous les cas, ça n'est pas la laïcité. Et donc dire la laïcité c'est la droite parce qu'aujourd'hui la droite la défend, je crois que c'est malgré tout une forte confusion. Une partie de la droite est laïque. Une partie de la droite se bat sur ce sujet-là et une partie plus large de la gauche gagnerait à se battre sur ce sujet-là. Toute la droite qui invoque la laïcité ne se bat pas aujourd'hui pour la laïcité. Donc ne confondons pas le concept d'un côté et sa revendication de l'autre. Alors en fait, j'ai pas vraiment compris la même chose que vous quand il a dit ça. J'ai pas compris qu'il voulait sous-traiter, etc. J'ai compris qu'il se sentait plus à droite sur les questions d'immigration, de laïcité et de sécurité, et qu'il se sentait plus à gauche sur les questions économiques et sociales et de souveraineté économique. Voilà. C'est pas une question de sous-traiter à la droite, c'est qu'à l'intérieur de lui, il y a une partie droite et une partie gauche, et sur une partie droite sur certains sujets, et une partie gauche sur certains sujets. C'est pas vraiment une histoire de sous-traiter à la droite, de sous-traiter à la gauche. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai compris dans son propos. Ça revient à dire qu'il y a une façon de droite, monolithique de penser la laïcité, de façon gauche. Puisqu'il y a plusieurs courants à droite en matière
Oui, tout à fait. Oui, parce que, y compris en 2004, je me souviens sur la fameuse loi, Jacques Chirac était pour l'interdiction totale des signes ostensibles, alors que, par exemple, son ministre de l'Intérieur de l'époque aurait fait une exception avec un bandana, je me souviens. Est-ce que c'était seulement sa conviction, ou est-ce que c'était pour seulement se démarquer du président de la République dans le but de se présenter en 2017? C'est autre chose. Comment? Jean-Marie Le Pen était totalement hostile à la loi de 2004, effectivement. C'est vrai. On ne me rappelle pas de ce que c'est. Est-ce qu'il y a encore des réactions Monsieur? D'abord, je suis membre du Parti communiste, secrétaire de la section de Montélimar et membre du bureau fédéral. C'est sur l'incarnation. C'est que vous avez dit tout à l'heure qui incarne. Le problème, c'est que nous, les communistes, l'incarnation, on l'a vécu. Ça n'a pas donné un franc succès, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de notre pays. Mais on a eu des incarnations de gauche très fortes avec François Mitterrand. Et là, finalement, à la sortie, l'incarnation, elle a donné quoi pour la gauche? Le renoncement de 2003. Donc, je n'ai pas de réponse, moi. Sûrement qu'il faut une incarnation. Moi, je la souhaiterais un peu plus collective que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Oui, alors juste pour aller peut-être un peu dans le sein de Bob Fares. Alors dans la série, j'ai pas compris, si vous voulez, pour moi, en finir avec l'impuissance en politique, j'ai pas l'impression que les gouvernements libéraux, actuellement à la tête des pays européens, soient dans l'impuissance politique. J'ai l'impression que Macron et ses copains, ils appliquent un agenda qui est celui du capitalisme mondialisé, néolibéral, et que de leur côté, il n'y a pas vraiment d'impuissance politique. Il y a des petits écueils de temps en temps, mais finalement, la route est assez droite. J'aurais préféré en finir avec l'impuissance politique à gauche. Parce que pour moi, l'alternative, elle ne peut venir demain que de la gauche. Et là, effectivement, ça ouvre un vaste débat. Donc c'est vrai qu'on doit être un peu dans le flou tous, puisqu'on est parti au départ sur des questions purement techniques, territoriales. Je ne pense pas que ça suffise à en finir avec l'impuissance en politique. On est parti sur la souveraineté, la laïcité, mais j'aurais préféré en finir avec l'impuissance en politique à gauche, même si je n'ai pas de réponse claire à l'innovation. Eh bien, moi, je trouve que c'est parfait, parce que vous êtes en train de faire, comment dire, un atelier participatif qui va introduire notre table ronde. Donc, si vous voulez bien prendre un café, un verre d'eau pendant 10 minutes, et on se rejoint pour la table ronde qui est exactement dans le fil de